J'ai le plaisir de recevoir 3 auteurs qui sont publiés à la Mouette de Minerve. Alors, j'ai choisi quasiment au hasard. Le fait que ce soit mon éditeur aussi n'a absolument rien à voir avec la question. Voilà, donc, c'est une réunion de malfaiteurs qui ont en commun le même éditeur. Bonjour Bruno Lafourcade. Bonjour. Voilà, vous venez de publier Les Hyènes, Hyayines. Bonjour Alexis Le Gayet. Voilà, vous aviez publié L'œil du cyclope il y a quelques mois, prix de l'Amicale Boulis Artéloise 2025. Et bonjour Denis Chenet, qui est avec nous en Zoom. Vous avez publié il y a quelques mois aussi Les aventures de Bel-Oiseau. Là, la Mouette de Minerve est un petit éditeur qui publie de la littérature française contemporaine. Donc, je le redis une fois de plus, je ne me lasserai pas de taper sur ceux qui prétendent qu'il n'y a plus de littérature française aujourd'hui, que le roman est mort. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont entendu parler de Juan Asensio, sans doute pas, et de Richard Millet, sans doute, et ben voilà. Donc les deux passent leur vie à nous expliquer que plus personne n'écrit, sauf eux, bien sûr. Ben c'est pas vrai. Il y a des dizaines de bons auteurs et la Mouette de Minerve en a réuni plusieurs. Donc j'en reçois 3 aujourd'hui. Je suis ravi. Il y en a un quatrième qui était censé venir, Thibaut Matra, qui a éprouvé le besoin de tomber malade. C'est idiot, j'avais lu son bouquin. Ben, voilà, pour le punir, on n'en parlera pas ou on en parlera très peu. Ce qu'il y a de remarquable dans la Mouette de Minerve, c'est que cette littérature française contemporaine est aussi une littérature qui partage le même goût pour une langue française, avec un vocabulaire riche, avec des situations cocasses, avec des personnages forts, avec des histoires en prise avec la société d'aujourd'hui. Ce sont de vrais romans, ce ne sont pas des romans sociologiques. Il n'y a pas une mission politique derrière la Mouette de Minerve, mais chaque fois qu'on ouvre l'un des recueils, on ne peut pas s'empêcher de vérifier qu'il y a un regard absolument féroce, ironique, drôle, sarcastique, mais peut-être même désespéré, qui est porté sur vraiment l'époque et surtout les ridicules de notre époque. Alexis Le Gayet, voilà, vous en êtes à votre 10e, 12e, 15e roman. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment la manière dont l'époque vous interpelle, vous exaspère, vous navre, et il en sort un roman plutôt drôle. Oui, ce qui est commun, c'est vrai, entre tous les auteurs de La Mouette de Minerve, c'est le fait de ne pas se sentir bien dans l'époque, ça c'est certain, et d'avoir un regard très critique envers les nouvelles valeurs qui nous sont imposées. Oui, c'est vrai. Et chacun de mes romans, en effet, porte sur une expérience comique, disons, du monde contemporain. Donc ça peut être la gestation pour autrui, avec tout ce que ça implique, ça peut être le monde de l'édition, ça peut être l'intelligence artificielle, enfin plein de choses qui nous promettent parfois un avenir magnifique et dont on peut analyser le côté plutôt infernal, quoi. Plutôt infernal. Alors, dans L'œil du cyclope, il y a quelqu'un qui est absolument admirable. Il a écrit un roman remarquable et il est persuadé d'être un génie puisqu'il a écrit L'œil du cyclope, l'Odyssée d'Ulysse vue par Polyphème comme le Zimbabwe par les femmes humiliées. Et voilà. Et donc, avec ce pitch, on ne peut pas le dire autrement, il parcourt l'ensemble des maisons d'édition françaises. Donc, je les cite, Chalimard, Brasset, Le Chieuil, Pion, pardon. Et donc, voilà, au cas où les gens n'auraient pas compris. Et on est saisi par ce parcours du combattant atroce de celui qui n'arrive pas à trouver un éditeur, alors qu'il est persuadé d'avoir pondu le chef-d'œuvre du siècle. Oui, et je crois que ça doit être assez commun à tous les auteurs de La Mouette de Minerve, d'avoir subi ce que subit ce pauvre Corentin du Chaussois, c'est-à-dire la conviction, alors là, évidemment très orgueilleuse, mais on ne se refait pas d'avoir écrit quelque chose de magnifique, et le fait de recevoir au fur et à mesure des réponses négatives qui sont toujours les mêmes. Donc c'est très douloureux, mais c'est une expérience extrêmement commune, et c'est ce qui arrive à ce pauvre du Chaussois. Donc il va trouver une stratégie pour tenter de devenir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire pour être tout en haut et pour être admiré de la foule. Voilà, parce qu'il ne veut pas devenir un écrivain, en fait. Il est un écrivain d'abord, mais il veut devenir un écrivain célèbre. Et en fait, Bruno Lafourcade, ça n'a rien à voir, être un écrivain célèbre et être un écrivain. Ah, je suppose qu'il y a des cas où ça se rencontre quand même. On peut être un écrivain célèbre, un écrivain quand même, hein. Mais bon, dans le cas de La Mouette de Minerve, il y a plus d'écrivains méconnus que du reste. D'ailleurs, je précise qu'il y a quelqu'un qui est peut-être plus connu que nous tous et qui est connu de Radio Courtoisie, c'est Alain Pocard, qui fait partie du catalogue de La Mouette de Minerve. Et il y a Patrice Jean qui est connu de beaucoup de Patrice Jean, gens, qui est dans le bien catalogue sûr. de La Mouette de Sans Minerve compter aussi. Bruno Lafourcade et toutes les autres stars. Et Richard de Sèze, quand même. Mais Richard de moi, Sèze. je l'ai Qu'on dit au oublie. début de l'émission, voilà. Donc, c'est une réunion, non pas de copains, en fait,
fait, on se connaît à peine, on s'apprécie pas vraiment, mais c'est une réunion d'auteurs contemporains. Denis Chenet, lorsque vous écrivez Les Aventures de Belloiseau, où là aussi il s'agit de rentrer dans l'art de l'époque, pour le dire de cette manière-là, vous avez un combat qui est celui du sexisme, vous avez un combat, c'est celui de parler des rapports entre hommes et femmes aujourd'hui. Est-ce que vous avez un Tout à combat fait. d'ailleurs? Alors, c'est pas un combat, c'est une révélation. J'étais ce qu'on pourrait dire féministe. Vous étiez Et je me féministe. suis, voilà, et je me suis heurté à un monde où, donc le monde de la justice aux affaires familiales, comme beaucoup de pères, où le sexisme est la norme. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre quand on l'a pas vécu. C'est quelque chose qui est très difficile aussi à évoquer dans le grand public parce que ça ne concerne qu'un faible nombre de personnes. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour en parler, c'est sous l'angle de l'humour. Donc c'est pour ça que j'ai voulu montrer l'absurdité de ce système complètement dingue dont tout le monde finalement se satisfait parfaitement. Alors, c'est Alexis Dugaillet, cet univers en fait de la judiciarisation des rapports entre parents et enfants, vous l'avez vous-même évoqué dans un de vos romans. Il va falloir me rappeler lequel, ça va Et venir. ben, c'est Oui, celui où il y a... Chimère. Voilà, Oui, exactement. oui, Chimère, en effet, oui. C'est vrai, oui. Toujours avec cette idée en fait très étonnante que l'époque est capable de générer en fait une espèce de rapport, enfin de cadre monstrueux aux rapports humains sous prétexte de les pacifier, sous prétexte C'est de les ça. adoucir, Et là, sous prétexte de les régler. oui, en effet. Et puis dans le cas de Belloiseau, sous prétexte de protéger la victime, c'est-à-dire la femme, on assiste à une inversion dans laquelle l'homme est sacrifié sur l'autel de la nouvelle idole. Et c'est assez extraordinaire, pardon, la manière dont Denis Chenet raconte ça. C'est à la fois drôlissime et atroce. Et on saisit quelque chose de l'époque ici dans son caractère d'inversion. Alors, Denis Chenet, dans donc les aventures de Belloiseau, donc vous mettez en place, enfin vous mettez en scène un père qui va peu à peu être totalement déconstruit et même, soyons francs, détruit par la machine judiciaire, avec à chaque fois l'idée qu'il ne suffit pas de lui pourrir la vie, il faut encore, un peu comme dans 1984, qu'il prenne conscience de ses fautes, qu'il soit en permanence renvoyé à l'état de péché dans lequel il baigne puisqu'il est un mâle. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui compte, ce n'est plus ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il est. Et je crois que c'est un trait caractéristique de notre époque. On ne juge plus les gens par rapport à ce qu'ils accomplissent, mais uniquement par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est là où on en arrive aux deux poids, deux mesures permanents. Donc si une personne A dit quelque chose, c'est très bien, mais si c'est une personne B, c'est absolument épouvantable. Alors, Et on ne connaît pas du tout ça sur Radio Courtoisie, voilà, où généralement, voilà. Et donc, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Et Et lui, alors, ce personnage du bel oiseau, attention, j'en fais pas du tout une idole. C'est pas du tout un combat où les femmes seraient mauvaises et les hommes bons, et ni l'inverse d'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que lui-même est un personnage pas toujours très sympathique. Il a plein de défauts. Il pense beaucoup avec son cerveau du bas. Sa compagne n'est ni mieux ni moins bien que lui. C'est le système finalement qui encourage sa compagne dans la folie et qui va l'encourager à aller de plus en plus loin pour détruire sur l'homme. C'est comme si on lui donnait un outil pour lui taper dessus le plus fort possible. Et lui, face à ça, bah, il est complètement impuissant parce que la société, au contraire, lui enlève ses outils, lui enlève toute manière de riposter. Donc on est avec quelqu'un qui a les deux bras enchaînés dans le dos, qu'on retient, face à une personne à qui on donne tout pouvoir uniquement fondé sur son caractère biologique et ses chromosomes. sur l'idée que la femme ayant été opprimée, il est bien normal qu'elle se venge et qu'elle rétablisse cette justice sociale. Et voilà, Belloiseau est la victime de l'époque. C'est exactement ce que vous dénoncez, enfin dénoncez, c'est ce que vous commentez, c'est ce sur quoi vous ironisez, Bruno Lafourcade, dans Les Hyènes, donc je répète, Hyayines. C'est un livre rempli de jeux de mots intelligents, rempli de jeux de mots tout à fait réjouissants. Je voudrais en citer quelques-uns. Voilà, l'englober avec un A pour les gens qui parlent anglais,
les enjôleurs, G-E-O, accent circonflexe, L-E-U-R-S, pour tous ceux qui rêvent de prison, les cultueuses, voilà, l'indigéniste, et non pas l'indigéniste, le géniard, Saint-Thomas d'Aquin, Mamageddon, Lancelot du Like. Voilà, Les Rastaquouir. mais oui, il y en a plein d'autres, je ne voulais pas tous les citer, mais ils m'ont à chaque fois hurlé de rire. Cette femme qui se bat contre Belloiseau, ces juges qui expliquent que la femme doit se battre, c'est l'un de vos personnages récurrents, Prune. Voilà. Certaines sont pompières ou plombières, Prune est sexperte. Le vagin est son métier. Enfant, elle rêvait d'élever des vaches laitières en Franche-Comté. Adolescente, elle lut les 12 pages des œuvres complètes de l'âme de Gouge et ce fut une révélation. Le lait vient du viol des génisses, alors que toutes les femelles méritent une sexualité librement consentie. Elle se tourna donc vers elle-même, un mammifère qu'elle connaissait mieux que la Montbéliarde. Oui, c'est ça. Ce sont ces jeunes femmes qui sont recrutées pour émettre des opinions sur comme ils disent, la genrisation de tout et de tous, quoi, des animaux. Et comme ce sont les femmes qui ont le pouvoir, en l'occurrence, qui ont un pouvoir médiatique qui devient tentaculaire, personne ne leur dit que c'est ridicule, quoi. Dans le cas de Belloiseau, le roman de Denis Chénet, c'est un laminage du père. C'est la fonction du paternel qui est détruite. Tandis que dans mes personnages, c'est à part Mamageddon, comme son nom l'indique, c'est l'Armageddon de la mer. Hein. Ce sont surtout des jeunes femmes de la trentaine qui sont au premier plan, quoi. Voilà. Elles sont au premier plan et il y a un texte qui est absolument à hurler de rire où vous parlez d'une jeune femme qui a un bac professionnel en prothèse ongulaire, autrement dit elle pose des faux ongles et qui décide de lire Madame Bovary et commente Madame Bovary et je crois que vous êtes comment s'appelle un amateur compulsif des commentaires sur Amazon. Souvent, dans les articles ou les articles, même les films ou les livres m'intéressent moins que les commentaires qu'ils suscitent. Et notamment parce que les commentaires font appel à tout ce qu'il y a de plus vaniteux dans l'être humain. Et notamment, donc, c'est dans un texte qui s'appelle Les Bovariennes. Donc, hyène, là, c'est l'animal. C'est-à-dire des gens qui sont à peine, qui savent à peine lire et écrire et qui vont juger de la qualité de Madame Bovary, de Flaubert en général, de Proust, et de les jugeant de haut, quoi. Et ça, c'est vraiment un phénomène d'époque, quoi. C'est-à-dire, vraiment, les génies n'ont plus rien à nous apporter. C'est nous qui les jugeons du haut de notre prothèse ongulaire, quoi. C'est quand même extraordinaire. Et je dois dire que malheureusement, on y trouve quand même beaucoup de femmes. Hein. Bon, les hommes ne sont pas exclus, mais je ne le dis pas pour mettre en sympathie avec les hommes, mais il se trouve que la femme a quand même un pouvoir aujourd'hui qui n'existait pas avant, et un pouvoir notamment d'expression. On l'écoute davantage que les autres, même quand elle dit des bêtises, comme on peut lire dans les commentaires de Babelio, pour ceux qui connaissent ce site, ou de Amazon, voilà. Alors, je viens de relire le discours de réception de Marguerite Yourcenar à l'Académie française où elle commence, tout le discours est centré sur l'hommage rendu à Roger Caillois et elle commence par expliquer qu'elle a bien conscience d'être la première à rentrer dans l'illustre maison et elle fait allusion à toutes les femmes qui auraient mérité de rentrer dans cette maison parce qu'elle dit que ce sont les femmes qui, dans les salons littéraires, évidemment, avaient ce rôle extrêmement important dans la société cultivée. Autrement dit, voilà, aujourd'hui, il y a une partie de personnes qui n'ont pas forcément toutes les clés, toutes les références, comme on dirait, et qui est capable de donner son avis sur Emma Bovary, Marcel Proust, etc. Il ne s'agit pas de dire du mal des femmes pour le plaisir d'être misogyne, non, ça n'a rien à voir. De dire du mal des idiotes, en fait. Voilà, c'est ça, comme on le dit, des idiots. Et effectivement, Françoise Sagan ou Marguerite Yourcenar, évidemment, mais il y a beaucoup d'écrivains femmes qui auraient mérité d'être à l'Académie avant Marguerite Yourcenar. Et il y a la littérature, c'est faite par les femmes, par les salons littéraires, vous l'avez dit, mais aussi par l'entretien des relations entre les écrivains. Ce sont elles qui faisaient se rencontrer des grands esprits. Il y a beaucoup d'hommes qui mériteraient de ne pas être à l'Académie française. On ne donnera pas de nom, à part Valéry Giscard d'Estaing, qui est mort. Peut-être une majorité. Voilà, peut-être perdre une majorité. Alexis Le Gaillet, tout à l'heure, Denis Chénet nous parlait du cerveau du bas. Une partie de vos personnages aussi, en fait, ont tendance à raisonner pas mal avec le cerveau du bas.
Il y a un côté farce, truculent. Et est-ce que c'est une manière, si j'ose dire, d'être contre cette époque aseptisée ou d'un côté, au contraire, on se rue dans la pornographie et de l'autre, on a des végans vertueux, émasculés et d'ailleurs déféminisés, enfin bref, des êtres d'un troisième sexe qui tiennent absolument à ce que tout ne soit plus Mmh. que plantes laitues, regard des oiseaux. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a un discours contemporain qui est complètement délirant et qui confond le bien avec le vrai. Et donc, on oublie les données les plus fondamentales. Donc, sous prétexte d'égalité des sexes, disons la différence entre le désir masculin et le désir féminin est complètement gommée. Donc, on ne prend pas en compte le fait qu'on a affaire à des structures qui sont qui sont très très compliquées à faire en sorte que ça se rencontre et qui sont diamétralement opposées. Donc en effet, oui, dans pas mal de mes livres, je rappelle des évidences, quoi, qui sont les évidences du corps et qui prêtent à comique parce qu'elles rencontrent une idéologie qui s'y oppose totalement. Donc c'est souvent des hommes qui se cassent les dents sur un discours, alors que bah, ils prétendent très naïvement pouvoir accomplir leurs besoins, leurs pulsions, disons. Leur pulsion. Alors, votre personnage, Corentin Duchossois, lui, n'a qu'une pulsion, ce n'est pas celle-là, Ah même non. si on sent qu'il est parfois travaillé par la chose, pour le dire de cette manière-là. Lui, sa pulsion, c'est une fois plus d'être reconnu comme auteur, et il le dit avec les mots simples qui sont les siens. Ce qui m'émeut, c'est l'harmonie parfaite du fond et de la forme, cette phrase simple, sans emphase, une phrase pure en effet. Qui sanglotera pour toi, Cyclope à l'œil crevé? Qui versera une larme sur ton sort mutilé? Qu'as-tu à redire à ça? Il se trouve aussi que c'est ta propre phrase. Et alors, qui puis-je? L'inspiration, ça se contrôle pas. Et la dernière phrase de ton œuvre. Mais où veux-tu en venir? On se demande sur quoi, sur qui exactement tu pleures. J'ai terminé un chef-d'œuvre. Tu comprends ça, du con? Un chef-d'œuvre objectif. Voilà. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à offrir ce chef-d'œuvre à l'humanité. Exactement. Comme un don pur, gracieux, afin qu'elle vive, pense et sente un peu plus haut qu'auparavant. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de, comment dire, d'hubris de l'auteur qui se dit, mais vraiment ce que j'ai réussi à écrire sur Ulysse, jamais personne ne l'a pensé. J'ai adopté le parti de Polyphème. Alors peu à peu, il devient vachement intelligent. Le type, il a compris que juste écrire un livre intelligent en étant frotté de grec et de latin, ça suffit pas. Il explique, j'ai écrit un livre sur Polyphème, le Cyclope, figure oubliée que je montre maltraité par Homère dans l'Odyssée. Donc là, il y a déjà l'époque qui est bien rentrée dans ses veines. Voilà, il faut montrer en fait que Homère fait partie d'un système patriarcal d'oppression systémique. Malgré sa force, le Cyclope est un éclopé, un handicapé, et tout le monde se moque de lui. Salaud de Validis, c'est un fils de la Terre et un puissant symbole aujourd'hui à l'heure du changement climatique. Le Cyclope à l'œil crevé, c'est la Terre perforée, atomisée, contaminée. Et c'est là où Duchossois en fait se renie lui-même. Il a tellement envie d'être célébré qu'il en arrive à raconter des sottises sur son œuvre. C'est vrai, mais le scandale, c'est que son œuvre ne soit pas reconnue alors qu'il a fait tous ses efforts pour être conforme à l'époque, en parlant de ce pauvre handicapé qui est Polyphème. Oui, ça, c'est scandaleux. Après, son ridicule, c'est évidemment le sien, mais c'est celui de tout le monde. On peut être dans un petit club de danse, être le meilleur du club et on se croit le meilleur du monde. C'est comme ça que ça marche, hein. On n'est rien, on se prend pour tout. Lui, c'est son cas. Il est ce qu'il est et il se prend pour ce qu'il n'est pas, comme tout le monde. Et donc, ça prête évidemment à rire. Ça prête évidemment à rire. Thibaut Mantra, qui n'est pas avec nous, lui aussi était Thibaut Matra, je sais pas pourquoi, Matra. je tiens absolument à l'appeler Mantra, c'est grotesque. Il parle lui aussi du corps, il parle lui aussi de ce qui ne va pas. Alors, il en parle dans une langue, là aussi, qui est assez admirable, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez tous les auteurs de La Mouette de Minerve, enfin presque. C'est une invention langagère incroyable. Lui, il réussit à mélanger à la fois un vocabulaire, on a l'impression d'être dans Albert Simonin dans le 4 sur Bif, mais en même temps, il y a des mots extrêmement chics qui débarquent. Il y a un phrasé qui est celui de l'époque, mais il se retire de temps en temps. Il brasse en fait quasiment 90 ans de style et de vocabulaire. Privilège de la vieillesse. La mère était bonhomme et grosse, une manière de veau lunaire en robe à fleurs qui acquiesçait à tout ce que le mari disait. La ménagère de base, sans option. Là aussi, il y a un télescopage, si j'ose dire, du vocabulaire commercial et on recycle dans Les âmes immobiles, le roman de Thibaut Matra, toute
la pseudo-littérature, c'est-à-dire les notices d'usage des appareils électroménagers, les promesses d'Orange et de Bouygues Télécom, un discours d'Emmanuel Macron, une proposition de loi. Il y a une espèce de torrent qui nous emporte et il présente un personnage particulièrement minable, même voilà, donc qui ne fait rien, qui est heureux de ne rien faire, qui est heureux d'être, comment dire, vraiment nul. On l'aura compris, l'auteur possède la première des qualités, la lucidité. Il n'y a pas d'écrivain satisfait de son temps. Thibaut Matra ne l'est pas plus que les autres. C'est donc un romancier qui devrait compter puisqu'il est aussi fécond. On raconte que son ordinateur contient plusieurs manuscrits qui n'attendent que leur éditeur. Ça, c'est la préface que vous avez rédigée pour Thibaut. Bruno Lafourcade. Oui. Alors, on sent l'allusion au fait que son tiroir est plein de manuscrits que les éditeurs n'ont pas encore lus. C'est un peu ce qui réunit tous les auteurs de la mode de Minerve, mais Il est très jeune, hein, donc il a le temps d'être connu, mais j'ai beaucoup aimé le roman de Thibaut Matra, précisément pour la raison que vous avez dite. Par exemple, Denis Chenet a une langue vraiment pamphlétaire, très imagée, violente. Thibaut Matra, c'est une langue très classique, qui sait utiliser l'argot, comme vous disiez, qui sait utiliser la langue de l'époque, qui sait en rire, et c'est un virtuose de ce point de vue-là. Alexis a un autre style. À la mode Minerve, ce qu'il y a de très bien, c'est que la vivacité des styles n'empêche pas les auteurs d'être de leur temps, de leur époque. Et j'aime beaucoup le roman de Thibaut Matra, c'est le portrait d'une génération, d'un trentenaire qui est un peu... il travaille à la poste, mais il aurait pu faire autre chose, il aurait pu être... mais c'est le portrait d'une génération, jusque dans sa caricature, quoi. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ouais. On va en relire un extrait. Donc Thibaut Matra met en scène un personnage assez falot, qui n'a pas envie de faire grand-chose et qui est postier et qui, au début de sa carrière, est obligé de circuler à vélo. C'était l'enfer, le vrai, il n'y en avait pas d'autre. Il bouffait du Thanatos à longueur de journée. Il avait négligé sa vraie nature, mésestimé ses chances de survie. Dès les premiers jours, il comprit l'aspect physique de ce turbin d'aliéné, à tout charrier comme un porc dans la solitude. Il passait son temps à monter et à descendre du vélocipède, branlant d'un pied et l'autre sans savoir de quel côté fourrer sa sacoche qui lui marbrait le creux de l'épaule, le stigmatisant de minute en minute. Le biclou de Jean Foutre qu'on lui avait filé avait beau être chargé à fond, très vite, après deux montées un peu prononcées, il tussiculait de la batterie avant de crever pour de bon, et le brave Achille devait terminer avec ses pieds. Alors, il pédalouillait dans le magma froid, sissant comme une danseuse sur la potence pour appuyer de toutes ses forces afin d'espérer faire avancer le bordel. On a à la fois des mots hyper rares, des mots qu'il invente, pédalouiller, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Mais c'est une profusion de vocabulaire qui font, c'est aussi le point commun à tous les auteurs de la mode Minerve, ils sont drôles en fait, ils sont très drôles. Et on peut les lire uniquement pour ça. Alexis est très drôle, il a raté certainement une grande carrière de comique de télévision, il ne le sait pas, mais je lui annonce. Le roman de Denis Chenet est très drôle aussi dans sa violence et dans son côté enfin comment dire, c'est un roman révoltant sur la situation qui est faite au père. Thibaut Matra sait utiliser le langage pour rendre, grâce à sa profusion et son verbe un peu torrentiel, qui est aussi un facteur d'humour. Et puis je ne parle pas de tous les autres, mais c'est souvent le point commun de tous les auteurs, je trouve, c'est l'humour. Denis Chenet, vous avez dit tout à l'heure que l'humour, en fait, vous avez servi à avancer masqué, et ou plutôt pas masqué, à faire en sorte d'être capable de digérer cette injustice et de faire en sorte de l'apporter d'une manière qui soit recevable par l'auteur, voilà, par le lecteur, pardon. Vous aviez deux possibilités, être Christine Angot ou être vous-même. Vous avez préféré être Denis Chenet, Christine Angot, et plutôt que de nous tartiner de la misère avec des phrases pauvres et une syntaxe abominable, au contraire, la langue, en fait, vous a servi aussi à exprimer ce que vous aviez en vous. Et est-ce que le choix de l'humour était évident, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous êtes résolu après avoir tenté une expérience de littérature plus sérieuse? C'est quelque chose qui a pris du temps, qui est lié à mon parcours et qui est lié au parcours aussi de plein d'amis autour de moi, parce que je fais partie d'une génération d'hommes cassés. C'est-à-dire je dirais qu'il y a la moitié de mes amis qui ont à peu près mon âge, qui ont vécu des histoires similaires. C'est-à-dire que c'est pas un cas isolé. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps
Et avec le recul, quand on en parle, on arrive à en rire. C'est-à-dire qu'on parle de nos histoires et on en parle comme quelque chose qui nous finalement qui nous a fait grandir, dans lequel on a puisé de l'énergie, avec lequel on a réussi à avancer, à se construire et on en sort grandi. Donc quelque part, oui, l'humour, je dirais, c'est une manière de prendre tout ça de manière positive plutôt que de s'en lamenter en permanence. Justement parce que j'aime pas du tout ce rôle de victime. C'est-à-dire qu'on voit que dans le roman, il y a pas du tout une position de dire: «Ah, c'est un homme, c'est une pauvre victime, il est victime de la société». Pas du tout, pas du tout. Il vit ça, mais l'idée après, c'est d'en faire une force et l'humour est vraiment une manière de renverser tout ça et de pas tomber dans la victimisation. Alors, ne pas tomber dans la victimisation, c'est aussi voilà, prendre cette distance avec, ce métier d'écrivain ou plutôt cette passion d'écrire, cette fonction de l'écrivain. Je ne sais pas bien comment le dire. Personne en fait n'est écrivain professionnel en France à part Amélie Nothomb, et des auteurs fameux comme, Annie Ernaux, Pierre-Jean Rémy, enfin voilà, des gens qui méritent l'Académie française. Vous y mettez beaucoup d'ironie et en même temps, heu M m comment dire? Vous êtes moins dans l'invention langagière que dans le fait de singer, en fait, précisément, le langage des autres. Là, c'est la lettre, que, Duchossois écrit à un éditeur. En effet, outre l'écriture, la sienne, que je crois très classique et trempée, je l'espère, dans l'encre des meilleurs, Proust, Gracq, Le Clésio, Annie Ernaux, chacun admirera évidemment la progression, c'est en effet la première fois dans l'histoire de la littérature que l'on réécrit l'Odyssée homérique du point de vue d'une figure dite monstrueuse et en réalité humiliée et honnie. Crever l'œil du cyclope, comme le fit si sauvagement Ulysse, c'est crever celui, sinon de la vérité, du moins d'une vérité, celle du monde des titans, de Gaïa, la terre-mère, ce monde d'avant les héros et les frères olympiens, les fiers olympiens, vérité que je me suis dans ce texte attelé à révéler. Là, on sent l'auteur conscient de lui, et vous y glissez cette pointe abominable de passer de Proust à Ernaud en 4 noms. Euh, Vous avez un compte à régler avec Annie Ernaux ou bien ça fait partie de la quincaille des fausses valeurs que vous avez envie au passage, de dénoncer? Ah bah, dans le cas du Chossois, on ne sait pas trop en réalité si c'est pour flatter tout simplement l'éditeur, puisque l'éditeur c'est quelqu'un qui a dû éditer aussi Annie Ernaux. Ça doit être quelque chose comme C'est un ça. éditeur de chez Chalimard, Mais hein, oui, c'est ça, c'est pas voilà. n'importe qui. CHA, Eli, 2 Eli, MARD. Et alors, c'est la lettre de présentation, c'est ça, à Chalimard, hein, Et c'est la lettre où il a reçu le truc, cher monsieur, il a reçu le refus. malgré Voilà, toutes c'est les ça, qualités, c'est en ça. fait, on n'en a rien à cirer. Vous soulignez les indéniables qualités de ce dernier, C'est et ça, donc oui, il ne oui, comprend oui. pas, puisqu'on lui a reconnu des qualités. Oui, il est pas au Déjà, courant. il a du bol, on lui a répondu, parce que alors, le nombre de personnes. C'est vrai, euh, il est pas au courant, il sait pas comment ça fonctionne, il sait pas que c'est des lettres types et donc il croit véritablement qu'on a reconnu ses indéniables qualités et il comprend pas du tout parce qu'on lui dit que c'est pas dans la ligne éditoriale alors que lui, il a lu tous les livres de La Blanche, et il sait parfaitement quelle est la ligne éditoriale de La Blanche. Donc très naïvement, il répond et évidemment, il aura aucune réponse en retour, il va chercher à tout prix à rencontrer Lavanel qui dirige Chalimard pour lui expliquer ce qu'est son livre et lui expliquer que vraiment il est dans la ligne éditoriale, qu'il s'est trompé, il veut une explication absolument. Alors qu'il ne peut pas y avoir d'explication du fait de la prolifération des livres. C'est même le meilleur, l'éditeur le plus consciencieux ne peut pas répondre à tout le monde, voire même ne peut même pas lire la totalité des livres qu'il reçoit. Donc il ne connaît pas du tout cette loi de l'édition, il va la découvrir petit à petit, et quand il l'aura découverte, il tentera le tout pour essayer de devenir le meilleur qu'il est en vérité. Alors que les auditeurs de Radio Courtoisie, eux, grâce au travail que nous sommes en train de faire ce soir, savent quels sont les livres qu'ils doivent lire. Les Hyènes de Bruno Lafourcade, qui est à côté de moi, Alexis Le Gaillet, L'œil du cyclope, qui est sur mon autre côté, et Les aventures de Béloiseau de Denis Chenet, qui est avec nous par Zoom, et Thibaut Matra, j'y suis arrivé, Les âmes immobiles, tous auteurs publiés à la Mouette de Minerve. Puisqu'on parlait des codes, vous mettez en scène Augustin Trapenard, Bruno Lafourcade, dans un joli dialogue. Bon. Charline bouda un peu et alluma la télévision, c'était la grande librairie. Augustin Trapenard recevait un autre spécialiste de la joie, également partisan de l'enfance, du ciel et du jardin potager, qui œuvrait au devenir rhododendron de l'humanité, un poète. Il était en train de dire qu'il avait beaucoup aimé sa maman. Il portait les cheveux courts, séparés sur le côté par une raie de vieux séminaristes. Il souriait aussi dans le plein contentement de soi,
tout en lui, même ses rides au coin des yeux, disait sa peur des méchants et son amour de sa maman. Aussitôt, Augustin Trapenard lui demanda de définir l'amour. C'est l'effort de l'enfant pour s'arracher à l'horrible du monde. C'est même l'enfant en moi qui écrit mes livres. C'est pour ça qu'ils sont si émerveillés, dit Augustin Trapenard. Je ne peux pas séparer l'émerveillement du terrifiant, sauf à dire que l'émerveillement s'envole de l'arbre du terrifiant comme un étourneau. Il se tut et sourit. Augustin Trapenard cherchait à se représenter le terrifiant comme un arbre et l'émerveillement comme un étourneau. L'arbre, ça allait, l'étourneau, c'était plus dur. Voilà. Alors je précise que bon, c'est le portrait d'un poète d'aujourd'hui, que toutes les citations sont réelles. Hein. Mais oui, Il c'est l'a ça qui est vraiment génial. dit. Hein. Et je ne dis pas qui c'est parce que c'est un des plus grands poètes contemporains, qui est malheureusement décédé récemment. Et c'est pour ça que je ne veux pas attenter à sa mémoire. Mais c'est un génie, hein, dans le genre ridicule évidemment. Hein. C'est vraiment à pisser de rire, quoi. Sa poésie, c'est vraiment. Mais on se demande comment on peut publier ça. Il se trouve que c'est Chalimard, hein, qui le publie. Mais je veux surtout pas attenter à sa mémoire. Non, surtout pas. Et puis surtout, on a l'impression qu'on peut se dispenser de le lire, en fait. Je pense qu'on passe un grand moment quand on le lit, quand même. Hein. Pour ceux qui aiment rire, c'est quand même bidonnant. Hein. La vie, c'est quelqu'un qui vient vers vous. En fait, ça fait vraiment partie, vous, de votre technique d'écriture. C'est le fait d'être terriblement attentif aux idioties que les autres écrivent. Mais moi, je suis un et plagiaire. que vous allez aux idioties que les autres disent. J'ai toujours pratiqué le plagiat. Je ne fais que citer les gens et je trouve qu'en mettant ça bout à bout, ça fait des trucs amusants. Mais je suis un immense plagiaire. Si les gens le savaient, j'aurais des procès depuis longtemps. Non. Alors, là, par exemple, j'ai plagié Lamentable. Enfin, c'est pas que j'ai plagié. Je prends ce qu'il dit et je le remets dans un livre. Parce que je me dis, les gens l'ont pas vu, l'ont pas entendu, je vais le mettre. Non, mais voilà. C'est tellement ridicule. Et surtout, voilà, il y a ces didascalies, il y a ces petites gloses. Oui, voilà. Il y a la manière dont vous insistez. Vraiment, vous prenez la personne, vous la mettez en face de la réalité, une loupe grossissante sous les yeux. Oui, c'est ça, c'est une loupe grossissante, c'est une loupe, oui. Et effectivement, quand on le voit détaché de tout le reste, détaché de tout le contexte, ça prend toute sa valeur. Alors, Les Hyènes n'est pas un roman, contrairement aux autres livres dont on est en train de parler. C'est un recueil d'articles, quelques textes inédits aussi. Il y a des fictions, il y a sous forme de nouvelles ou de contes, et puis il y a des chroniques. Voilà, ce sont des portraits de gens d'aujourd'hui qui me semblent représenter des gens hybrides, puisque Les Hyènes, le titre forme une sorte de mélange entre la haine et la hyène. J'ai pour chaque portrait inventé un mot qui dise l'hybridité, qui explique comment les gens sont devenus, à mon avis, hybrides. Donc il y a deux morceaux qui sont séparés, qui n'ont rien à voir, qui sont mis en commun. La Bovarienne, c'est Madame Bovary qui rencontre une hyène, et ça donne les commentatrices de réseaux sociaux, et ainsi de suite. J'ai procédé comme ça parce qu'il me semble qu'on est dans une époque qui a inventé des gens, des nouveaux types humains qui sont très, très effrayants pour moi, et dont je sais de rire parce que tout ce qui fait peur, il vaut mieux en rire de peur de ne plus pouvoir en rire et de terminer comme eux, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est commun aussi à la plupart des auteurs de la Mouette de Minerve, c'est l'espèce de terreur face aux militants politiques, Oui. Oui. qui est dévoré par une idée simple et unique. Et qui, à chaque fois, alors chez Thibaut Matra, le héros devient militant lui-même. Évidemment, ça foire abominablement comme l'ensemble de ce qu'il a tenté. Il y a une description du mariage qui est particulièrement horrible. Et chez vous, Alexis Le Gaillet, c'est d'autres types de militantisme qui vous effraient. Dans l'un de vos romans que je n'ai pas cité et qui pourtant vaut son pesant de mélasse, je dis mélasse à la place d'autres choses, Histoire de merde, Ah oui. où là on a des militants écologistes qui qui tombent dans les derniers degrés de la folie. Et pourquoi est-ce que le militant vous paraît être la figure haïssable de ce siècle et de cette époque? La figure parce qu'il propose un bien, enfin, c'est les nouveaux idéologues, c'est la nouvelle religion. Donc, en tant que tel, il y a toujours un travers ridicule à nier le réel au profit d'un bien complètement fictif. Donc, c'est le cas, par exemple, de ces militants écologistes dans Histoire de merde, qui cherchent à se réconcilier de réconcilier le haut et le bas, c'est-à-dire de se réconcilier avec les excréments, histoire de pas de rejeter personne. On peut même penser que l'excrément, c'est la dernière victime, il faut se réconcilier avec ça. Il faut être inclusif. Il faut être totalement inclusif, et donc ça crée des situations complètement ridicules. Bon, on entend ce genre de discours, ça existe un petit peu, et donc si on les caricature, si on les pousse un petit peu, on arrive à créer des situations comiques qui sont certes un peu éloignées de la réalité, mais
finalement pas tant. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, à vous lire les uns et les autres et à vous entendre, que ce n'est même pas caricaturé. C'est-à-dire, la caricature vient simplement du fait que vous isolez le fait. Et vous le mettez en lumière au lieu de le laisser dans le continuum où il est. Et Alexis l'a très bien résumé tout à l'heure. La définition de militant, c'est celui qui pense que le bien est le vrai, c'est tout. La vertu est la vérité, mais sauf que ce qu'ils appellent la vertu, est effrayant. Et c'est pour ça que ça nous fait peur et ça nous fait rire. Voilà. Alors, ce qui ne nous fait pas peur, c'est justement la vérité sur Radio Courtoisie. Et pour que ces émissions existent, on a besoin de sous et on va avoir un petit message qui nous le dit. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Donc, je suis Richard Dossez. Nous sommes sur Radio Courtoisie. Je reçois Alexis Le Gaillet, qui a écrit, entre autres, L'œil du Cyclope. Je reçois Bruno Lafourcade, qui a écrit Les Hyènes. Je reçois Denis Chenet, qui a écrit Les Aventures de Belloiseau. Et nous aurions pu recevoir Thibaut Matra, qui a écrit Les âmes immobiles. Tous auteurs publiés à la Mouette de Minerve. Vous l'aurez compris, c'est une maison d'édition de littérature française contemporaine qui on partage des valeurs, comme on dirait aujourd'hui, autrement dit le droit d'en rire, le droit de ne pas être d'accord, le droit de l'exprimer généralement dans une langue admirable qui est vivante, pleine de suc, pleine d'ironie dans la mise en scène des travers de l'époque. Denis Chenet, on vient de dire beaucoup de mal des militants et malgré tout, d'une certaine manière, ce livre Belloiseau, Les Aventures de Belloiseau, c'est d'une certaine manière un texte militant, puisque à travers l'humour qui est le vôtre, à travers vous réussissez à dénoncer en fait la judiciarisation des rapports familiaux tels que l'époque aime la pratiquer. Est-ce que vous vous sentez militant ou est-ce que là je suis allé au-delà de l'insulte ? Le militantisme, comme l'a dit Bruno Lafourcade, c'est d'être persuadé d'avoir le vrai. Et quand on est persuadé d'avoir le vrai, bah forcément, on veut convaincre, on veut même forcer les gens. C'est-à-dire que presque sous la torture pour leur dire « Allez, le vrai est là, il faut que tu adhères ». Quand on dénonce, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pas du tout prétention d'avoir une vérité. J'ai pas du tout cette prétention-là. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont délirantes, qui sont tellement absurdes qu'on a du mal à y croire. Et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de caricaturer. C'est-à-dire quand on va dans un tribunal, quand on voit les scènes dans lesquelles se retrouve le Belloiseau, il arrive, il n'y a que des femmes. Donc ce sont des femmes, aujourd'hui, aux affaires familiales, 98% des juges sont des femmes. Ça paraît fou. Et on peut se dire, ok, mais c'est pas gênant, sauf que pour ça, il faudrait qu'il n'y ait pas de biais. Il faudrait qu'à chaque fois, on se dise, le fait qu'il n'y ait que des femmes n'est pas un problème parce qu'elles sont tout à fait capables de faire la différence entre leurs hormones, entre leurs chromosomes et les faits. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'elles font des formations pour justement aller contre ces biais ? Donc, pour moi, non, c'est très différent de militer et de dénoncer. Alors, voilà, vous dénoncez, et vous dénoncez drôlement. C'est vous aussi, Bruno Lafourcade, qui dénoncez. Là, c'est un texte qui s'appelle « Les succubes volants ». Voilà, résumé de l'épisode précédent, Philippe Muret a identifié l'Oksoc pour occulto-socialisme, donc qui fait évidemment référence à l'Anksoc de 1984, qui réunit dans un même courant de pensée l'idéal progressiste et la fièvre irrationnelle. Or, cet Oksoc est devenu Okprog, occulto-progressisme dont la figure la plus spectaculaire venue de l'écoféminisme est la sorcière, aujourd'hui incarnée par Sandrine Rousseau, qui a ramassé son ambition dans cette formule « Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR ». Et vous vous mettez à décrire Sandrine Rousseau. Elle rêve d'un état naturel chimérique, avant Lucie,
avant Nao et les Oulamres. Donc ça, c'est les personnages de la guerre du feu. Bravo. Avant la faute et la chute, il y a une note en bas de page. Avant la faute et la chute, avant Abel et Babel, avant le tabou et la bite, avant les genres, les races et les langues, avant les viols et les villes, avant les guerres, le mal et les mâles. Elle rêve de l'innocent primordial, de l'androgyne fondamental, du végan initial, vivant en paix parmi les lions mangeurs de lianes. Pour y parvenir, elle dressera des bûchers. Oui, la succube volant, c'est la sorcière d'aujourd'hui, c'est-à-dire exactement celle qui prétend être progressiste par l'écologie et qui est une profonde réactionnaire du point de vue du simple progrès scientifique. Elle veut revenir au temps comme le dit très bien l'auteur, au temps de Nao et de la... Excellent auteur, Bruno Ouais. Lafourcade, il faut que vous le rencontriez. J'aime beaucoup. Et il y a chez le réactionnaire une ambition progressiste. Souvent, le réactionnaire l'est dans les mœurs. Il ne l'est pas dans le progrès scientifique. Elon Musk, par exemple, en fait partie peut-être. Hein. Je ne sais pas, je dis Je ne vaguement. sais même comme pas ça. si le fait de faire 14 enfants en les appelant X avec Par plusieurs exemple, femmes est véritablement si réactionnaire que ça dans les mœurs, mais... Bon, oui, voilà. Bon, en plus, oui, donc j'ai eu un doute quand je l'ai dit. Mais ce que je sais en revanche, c'est que les Sandrine Rousseau, ce que j'appelle les succubes volants, se disent progressistes dans les mœurs parce qu'elles en appellent à je ne sais quelle genrisation ou dégenrisation, mais elles sont extrêmement réactionnaires dans les sciences, ça c'est évident. Si on les écoutait, bon déjà il y aurait plus d'agriculture. Hein. Et ce n'est pas loin d'arriver, malheureusement, les images que l'on voit ces temps-ci de vaches. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit bien que ce qu'elles veulent, c'est la désindustrialisation, la fin de l'agriculture et la fin du progrès scientifique. C'est tout. C'est le mal, le progrès scientifique, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, il y a d'autres choses qui sont mauvaises, sont les fascistes. Rien de tel que des gauchistes pour trouver des fascismes là où il n'en existe plus vraiment. Corentin Duchossois, donc dans son effort pour devenir célèbre, a compris qu'il ne lui suffit pas d'écrire, il ne lui suffit pas de lécher les bottes de la Vanelle, il ne suffit pas d'être devenu un habitué des cocktails, il faut qu'il en fasse plus. La nuit précédente, la vidéo dévoilant Corentin Duchossois en lutte contre 3 suprémacistes blancs, armés pour sauver une jeune racisée d'un viol sauvage dans le RER, avait fait le tour des réseaux. Postée à 1h23 du matin, elle avait été déjà partagée et visionnée plus d'1 million de fois à 8h. C'est admirable, donc de 2 coups de poing bien placés, il avait mis 2 hommes à terre avant de se faire perforer le bras par le dernier skinhead qui s'était lâchement armé d'un couteau. Voyant qu'il avait blessé un homme, ses couards avaient fui dans la rame. Le professeur de lettres classiques, malgré sa blessure, avait ramassé le voile de la jeune femme traumatisée, voile sauvagement arraché par ces hordes barbares, ils sont 3, et lui avait rendu en baissant les yeux par respect pour la pudeur de cette jeune outragée. Elle s'en était couvert la tête et avait remercié le héros en joignant la main et en chantant une prière coranique. Alors, bon, je crois que c'est comme d'habitude dans vos romans, tout part bien, on rit de plaisir de voir à quel point les gens sont ridicules. Et puis, il y a un moment dans les... C'est une fausse agression, non, dans le roman? Mais oui, c'est une fausse agression. Bien sûr, oui, c'est un coup monté par une agence de relations publiques. Je pensais à quelque chose que j'évoque aussi dans le livre, c'est le mythe. Aujourd'hui, on se croit encore dans les années 80 où il y avait des skinheads avec des bombeurs et des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va montrer un fasciste, on le montre tiré des années 80 alors que ça n'existe plus. Plus personne dans les rues n'a croisé un skinhead. C'est fini depuis 30 ans, 40 ans. Il n'y en a plus. Mais comme c'est un discours qu'on trouve dans les médias, sûr. Et le seul moyen pour lui d'arriver à devenir connu et puis finalement d'arriver à être publié quelque part, c'est une stratégie que lui propose le diable en personne, hein, avec lequel il signe une sorte de pacte. C'est justement de monter cette mise en scène complètement absurde. Alors évidemment, au départ, il se dit, bon, moi je vais aller dans un train de banlieue et puis je vais défendre quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce que lui signifie le diable, c'est que justement, on n'en trouve pas, on trouve pas de skinhead, donc il va falloir payer des gens pour faire en sorte qu'une jeune musulmane se fasse agresser et qu'il la défende. Donc il coche toutes les cases, il est partagé partout sur les réseaux, et là, il devient très intéressant pour Chalimard et pour les autres boîtes, parce que c'est un héros, quoi. C'est un héros du bien. Et surtout, ce n'est plus du tout un écrivain. Eh ben non. Voilà, mais c'est pas grave, parce qu'il va enfin être publié dans La Blanche. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est le moment où le récit bascule. Et donc, dans vos romans, généralement dans le dernier quart ou le dernier cinquième,
Ça y est, on passe dans une autre dimension et donc ce qui était une critique de l'époque révèle en fait votre veine onirique, votre veine fantastique. À une autre époque, vous auriez écrit des romans de vampires et de guerre sur Mars, voilà, parce que on vous sent mais attiré par Par vraiment l'absurde, ouais. le côté chéri bibi, voilà, fatalitas, avec des fantomas, enfin voilà, ponçon du terrail, rocambole, enfin ça fait vraiment partie de cette culture. Je ne sais pas si vous avez lu tous ces romans, mais c'est le moment vraiment où on dit mais non, ça y est, Alexis Le Gaillet avait l'air d'un garçon absolument charmant qui critique l'époque en bonne ironie. C'est non, pas du tout. Il y a une espèce de violence larvée incroyable. Mais oui, Et, voilà. enfin, moi, oui. Et vos personnages là, ils morflent, hein, le malheureux. Ah, Guy Joshua. le On pauvre. révélera pas la fin, mais Non, le pauvre. là, il est allé. Oui, mais, bon. mais par contre, on encourage tout le monde à lire L'œil du cyclope d'Alexis Le Gaillet. Mais aussi dans votre roman Histoire de merde, ça se termine d'une façon En apocalypse, presque, oui. prodigieusement apocalyptique, et aussi dans Le syndrome de Bergson, Oui. où vous nous révéliez Oui. que, comment s'appelle-t-il, Marcel Duchamp était en fait un agent secret français dépêché pour faire en sorte que les Français n'aiment pas le beau, ce qui Oui. paraît en fait terriblement vraisemblable. Là aussi, la fin est absolument apocalyptique. Pourquoi est-ce ce moment de bascule? Alors, il y a deux choses qui m'intéressent, à la fois l'époque et la critiquer, mais ce qui m'intéresse d'un point de vue romanesque, c'est la, la, la construction qui fait qu'en ajoutant les pièces petit à petit, on arrive à un certain moment à une sorte d'explosion, à quelque chose de complètement dingue, comme on peut retrouver. J'ai pas tellement d'ailleurs d'exemples de ça, mais par exemple, chez les Monty Python, ce genre de choses, c'est-à-dire ça devient complètement fou. Ça devient, voilà, ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue, du point de vue de la construction. Le passage petit à petit d'une situation rationnelle à une situation Au délire, délirante. quoi. Au Ouais. délire. Ouais. Ouais. Voilà, il y a une jouissance du délire que je recherche, mais qu'on peut pas créer tout de suite. C'est impossible de commencer un truc par un délire. On est Non, obligé ouais. de le faire, c'est obligé de. Et des fois, ça marche pas, hein. Donc quand ça vient, on est content. Enfin, je suis content personnellement. Denis Chenet, vous aussi, dans la progression du récit, voilà, il y a, comme tous les romanciers, en théorie, vous écrivez un synopsis, vous avez une idée de la grande architecture, et puis après, voilà, vous commencez à monter les murs et à les orner. Et est-ce que vous cherchez le moment, l'apothéose finale, le moment voilà, où tous les fils de l'intrigue se réunissent, où tous les ridicules de l'époque vont enfin être consommés et exposés? Oui, je suis assez d'accord avec ça et avec justement cette idée de sortir du cadre du réel. Parce que le réel est tellement irréel que c'est bien d'en rajouter une couche des fois. Et puis le roman, c'est aussi ça. C'est n'est pas que raconter, que d'écrire des choses sérieuses des fois. J'adore le fantastique. Et j'aime quand il y a des éléments irrationnels qui arrivent. Oui, c'est vraiment un moteur et j'ai essayé de faire ça dans mon roman, puisqu'à la fin, bah, ça part un peu en vrille quand même, peut-être moins que dans les romans d'Alexis Le Gaillet, Mais ça, mais Alexis Le oui, Gaillet est insurpassable dans la vrille, hein. Voilà, voilà, exactement. Mais oui, il y a un moment où ça part un peu dans le délire. Il écrit une lettre au président du Boukistan, et puis c'est aussi une manière de se libérer de cette pesanteur de l'époque et de se dire, bah oui, face à un délire, autant promouvoir un autre délire qui va nous permettre d'en rigoler et de s'en échapper. Alors, Bruno Lafourcade, comme vos textes sont plus courts, évidemment, la dose d'ironie féroce est plus immédiate, voilà, parce que quand on respire sur 4 ou 6 pages, voilà, on n'a pas le temps d'installer lentement l'idée d'un renversement. Et Jean, dans Saint-Thomas d'Aquin, donc admirable titre, vous mettez en scène, dès le premier paragraphe, quelque chose d'aberrant et de drôle. Son t-shirt s'ornait d'un cœur brisé sous le signe AVIP, l'association des victimes de l'ironie passive. Et Ouais. comment est-ce que vous avez imaginé l'association des victimes de l'ironie passive? Ouais, Pourquoi n'existe-t-elle pas déjà? Je me demande aussi pourquoi. Je l'invente parce que je me dis, mais elle devrait exister. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque à l'époque. Et, alors, et donc, cette personne donc, va rencontrer Thomas et on me tendit une boîte, j'y plongeai la main, cueillis une demi-feuille pliée et la lui donnai.
Déconstruire l'hostilité masculine dans le Moyen-Âge tardif, me dit-il. Tu as 20 minutes de préparation. Oui, parce que c'est un examen, il passe un examen, et c'est un baccalauréat, par exemple, j'imagine, et donc il y a des sujets qui s'adaptent à l'époque, donc je sais plus ce que c'était, le sujet, et il doit disserter là-dessus, mais à la fin, s'il n'a pas bien réussi, il y a des mouchoirs pour ceux qui vont pleurer, quoi. J'entrais dans la salle sans passer par le stand de recharge émotionnelle avec ses mouchoirs recyclés pour étudiants anxieux. Oui, parce que tout est traumatique, hein, tout est trauma. C'est syndrome d'Aquin. La victime est vraiment le saint d'aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, je veux dire une chose complémentaire. Le délire, il y a deux délires. Il y a le délire de la situation que l'on mène jusqu'au bout, et ce qu'Alexis fait très bien. Thibaut Matra aussi. Thibaut Matra, c'est autre chose. Mais il y a le deuxième délire, ça c'est Thibaut Matra, et moi parfois, c'est le langage. C'est quand on est poussé par le langage, et certainement Denis Chenet aussi. Le langage fait qu'au bout d'un moment, ça devient le gros temps devient une tempête, qui devient un ouragan, et on est porté par la folie du langage. Et c'est ce qui nous sauve aussi. C'est ce qui fait à la fois l'effet comique, mais aussi le délire. Donc voilà, j'ai disserté. Il y a deux délires. Voilà, en deux points. Vous avez disserté. Je vais continuer à citer un tout petit peu saint Thomas d'Aquin. Oui, l'élève qui devait étudier la possibilité de coloniser l'espace hors schéma oppressif s'effondra en pleurs sur la table. Saint Thomas se précipita et lui prit la main. Prends ton temps, Laurent, ta détresse est déjà un savoir. En fait, je crois que là, j'anticipe à peine. Je pense que beaucoup d'étudiants seront comme ça, traités en victimes potentielles parce qu'ils n'auront pas répondu aux bonnes questions. Parce que voilà, je pense que Saint Thomas d'Aquin est l'avenir de l'humanité. Denis Chenet, donc voilà, si je ne m'abuse, les aventures de Belloiseau, c'est un premier roman. Non, ben voilà, je m'abusais grave. Voilà, je vais vérifier mes notes que je n'avais pas prises avec moi, c'est malin. Voilà, non, pas du tout. C'est votre 4e roman, je suis nul. Voilà, Tu crèveras comme les autres, Fromentin, Les aventures de Gaston, l'enfant au 10 puissance 24 pouvoirs, le mardi et jeudi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être passé d'un type d'écriture à un autre? Est-ce que La Mouette de Minerve vous a permis de libérer quelques potentialités dans l'ironie, le langage, la folie? Est-ce que cet éditeur génial vous a aidé? Ah oui, parce que je suis passé de deux styles très très différents. Tu crèveras comme les autres est un roman d'une noirceur extrême, un roman apocalyptique où il y avait de l'humour noir, mais c'est pas la même chose. Et Les aventures du bel oiseau, je pense qu'il n'y a que La Mouette de Minerve qui pouvait le publier. C'est un roman qui est impubliable dans une maison, on va dire, classique ou plus institutionnelle. Et La Mouette de Minerve m'a permis de le publier. Alors, je préfère, même si pas un très grand tirage, mais au moins, j'ai pu le publier. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, ça m'a permis de me libérer et de rentrer dans un discours complètement en décalage avec ce qui est attendu dans les maisons de manière générale. Alors, dans votre livre, de temps en temps, il y a des documents objectifs, si j'ose dire, comme par exemple le petit tableau pour aider Jean-Denis à mieux adapter son vocabulaire aux exigences de l'égalité des chances et du vivre ensemble. Ne plus dire déficient intellectuellement, dire neurotypique. Ne plus dire con, dire mal comprenant. Ne plus dire gros, ne rien dire, personne n'est gros. Et il y a aussi de vrais documents, comme par exemple la direction de l'égalité et du vivre ensemble, qui envoie un communiqué comme quoi Lucille Pétavin s'interroge sur les conséquences d'une virilité toxique pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les hommes qui sont victimes eux aussi d'une construction sociale déviante. La direction de la mixité reçoit Lucille Pétavin, historienne renommée et membre du laboratoire de l'égalité. Elle explorera avec vous les causes de la surreprésentation des hommes dans le comportement violent, pédophile et déviant, puis elle tentera d'estimer le coût financier de l'ensemble des préjudices causés par les hommes pour l'État, ainsi que pour chaque citoyen. Là-dessus, j'ai vu un article qui disait exactement ça. On est en train de calculer le coût du patriarcat, le coût de la malitude, quoi. Enfin, le coût que les hommes font peser à la société. C'était dans le magazine Elle
dont je suis un lecteur fervent. On imagine l'usage que vous en faites. Est-ce que le fait d'être rattrapé par l'époque... Je vous en prie. Non, je veux dire, vous lisez le courrier des lectrices, c'est ça Entre autres. Voilà, j'imagine. C'est un très bon magazine, il est très très drôle. Effectivement, je m'en sers. On peut prendre des idées à toutes les pages, hein, y compris dans les publicités. C'est un magazine formidable. Je le conseille à tout le monde. Le fait d'être rattrapé en permanence par l'époque, à chaque fois, vous essayez de faire en sorte que ce soit un peu grotesque, que les gens comprennent parce que le trait est un peu gros. Et là, il manque de peau. Voilà. Mais ça va tellement vite, on est obligé de délirer pour arriver à se mettre à distance. Mais on est tout de suite rattrapé. Vous avez entendu Sandrine Rousseau, c'est un délire permanent. C'est vrai, c'est très dur. On est rattrapé par la patrouille, le temps dur. de le dire. Le fait que les aventures du Bel Oiseau aient été publiées à la Mouette de Minerve, du coup, ça vous permettait de dire des choses que vous n'aviez jamais dites. Et est-ce que là aussi, vous avez l'impression que le champ est vaste et qu'il y a 1000 histoires à raconter dans l'époque, ou qu'avec les aventures du Bel Oiseau, vous êtes arrivé au terme d'une partie de la veine littéraire que vous explorez? Ah ben non, c'est un échantillon infime dans tout ce qu'il y a à raconter. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que le champ, il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour savoir quoi raconter. Il suffit d'observer et de regarder autour de soi. C'est infini, c'est ça qu'il y a de terrible. Et ce que je trouve hallucinant, c'est pas que l'époque soit délirante, c'est la passivité face à cette époque. C'est-à-dire que quand on a des messages comme celui que vous venez de le lire qui sont diffusés dans des entreprises ou dans des médias, ce qui est complètement hallucinant, c'est que personne ne réagit, c'est que les gens s'en contentent comme si c'était quelque chose de normal. C'est ça qui est fascinant, c'est d'observer la passivité intellectuelle face au délire. Alors, cette passivité, Alexis Le Gaillet, dont évidemment ce n'est ni celle ni la vôtre, ni celle de vos confrères, est-ce que malgré tout, on n'est pas en train de se dire très bien, continuons à écrire des romans comiques, continuons à écrire des sottis qui dénoncent admirablement l'époque, mais est-ce que c'est Vox clamans in deserti, est-ce que ça a encore un sens? Oui. Comme vous avez une tendance à la mélancolie, j'en profite Oui, là, je pense, ce soir, devant témoins. C'est fini. voilà. Vous êtes dur, là. Oui. Non, voilà. Sur cette. La dernière fois que je vous ai interrogé, vous m'avez expliqué que l'IA allait vous remplacer, donc je me dis autant y aller à j'ai fond, changé quoi. d'avis, pas tout de suite. Ah bon, on d'accord. a 1 ou 2 ans. Donc, Ok, voilà. bon, très bien. Après, ça, Donc c'est un ou deux terminé. romans donc d'Alexis Le Gaillet. Voilà, donc, et puis après, bye bye. Voilà. Mais sur cette passivité, moi, je remarque quelque chose de qui me semble intéressant dans les salles de professeurs, parce que je suis prof, c'est que il y a le discours officiel, et puis il y a ce que les gens pensent par derrière, un peu comme à l'époque de l'Union soviétique. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que tout le monde, on n'en pense pas moins. Quand on discute individuellement de façon cachée avec des gens, des camarades, tout le monde est ironique avec ce discours-là. C'est à la fois le discours officiel, mais c'est un discours vis-à-vis duquel, quand même, il y a beaucoup de gens partagent une forme de scepticisme, une forme de distance, mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de le dire, sinon ils seront excommuniés. Et ça, c'est un phénomène qui me semble très, 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 très marquant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a la passivité, mais la passivité, elle s'appuie aussi sur la peur. Eh oui. Les gens savent ce qu'il en Eh coûte de ne pas l'être. Donc ils sont pas apathiques. Finalement, soit ils accréditent la thèse en vigueur très bien, C'est ça. mais il y a tous ceux qui se taisent parce qu'ils savent C'est ça, qu'il y a beaucoup d'enjeux sur le plan professionnel, sur le plan social, voire sur le plan familial. Il y a ça. beaucoup à perdre. Hein. Il y a peut-être 20% de fanatiques et 80% Oui, voilà, de c'est sceptiques. ça. Et ça quelque suffit chose à comme faire ça. une majorité de gens confortablement installés, mais ils ne sont pas si confortablement installés que ça. Parce qu'au fond, ils ont peur. Hein. Eh oui. Moi, Alors, j'ai peur. oui, parce que vous êtes super bien installé, Bruno Lafourcade. Oui, c'est ça, voilà. C'est rien de le dire. Corentin Duchossois, justement, a vraiment peur de ne pas être installé. Eh oui. Et vous, Bruno Lafourcade, voilà, vous avez au contraire choisi de publier à la Mouette de Minerve, à la Nouvelle Librairie. Enfin, autrement dit,
de critiquer ouvertement Augustin Trapenard Ah, et Sandrine Rousseau. Vous voyez, c'est Donc- quand même, donc là, c'est quand même pas risqué. Hein. On n'est pas dans le risque, on n'est pas dans les tranchées quand même. Oui, mais C'est enfin, quand même- tout ça, c'est de la il y a galéjade. quand même peu de chances qu'Augustin vous invite dans son émission Oui, et, non, mais et que Augustin, Chalimard vous... quand il m'a appelé, Augustin, il m'a dit bon, là, je peux pas t'inviter pour ce livre, mais évidemment, il sait très bien que ma porte est ouverte. Enfin, non, vous voyez, c'est quand même des ennemis ridicules. On a des ennemis ridicules. On a des ennemis qui sont dignes de nous, quoi. C'est-à-dire qu'on plaisante sur eux, mais ils valent rien, quoi. On se bat pas contre, même pas contre des moulins à vent, quoi. Comme trop le vent, on se plaint, quoi. On se bat. Non, c'est ridicule. L'époque est ridicule. On a raison d'être aussi ridicule qu'elle, parce qu'on a des ennemis à notre mesure, quoi. Voilà. Parce qu'Augustin Trapenard, je sais pas pourquoi vous voulez dire du mal de lui. Il est très gentil. Je veux dire, sûrement. C'est en fait, pas- c'est j'avoue pas d'avoir mauvais goût. jamais regardé Mais une moi seule non de ses plus, c'est pour émissions. ça que je le trouve Ah très oui, bah sympathique. voilà, voilà, effectivement. Sur la base d'une confortable ignorance, voilà, ce c'est mec ça. est absolument sympa. Augustin, Mais si oui. tu nous écoutes, Oui, je pense. en tant qu'on t'aime. Dans Guillotin, donc évidemment, Ah oui, il est moins sympathique. il faut dire Guillotin. comment ça s'écrit. Guilhautain, donc un guillotin qui C'est est hautain et guillotine. Et voilà. Antiraciste, il soutient les racistes pourvu qu'ils soient racisés comme les pacifistes jadis, les soldats pourvu qu'ils fussent allemands. C'est qu'il est conduit par la pulsion de mort. Ce qui tue le rend plus fort. Pour abolir les privilèges, il voudrait voir des têtes dans le baquet. Adolescent inachevé, il euthanasie ses opposants par le boycott, la censure et la diffamation. Guillotin a tout. Éditeur, poste, émission, mais voudrait encore étouffer le dernier souffle de vie. Et avec lui la langue. De lui ne sortent que des mots morts, des os de phrases où pourrit la pensée. Rien de vivant n'en sort. Guillotin devance la guillotine. Ses meurtres théoriques annoncent les théories de meurtre. Donc malgré tout, on a raison d'avoir peur. Oui, parce que lui, il est effrayant, mais il y en a un certain nombre qui sont comme lui effrayants parce qu'ils ont tous les pouvoirs et ils peuvent faire beaucoup de mal. Donc, oui, on a raison d'avoir peur, je trouve. Même si nos ennemis sont ridicules, ils sont quand même puissants. Ce sont pas nos ennemis pour rien. Et celui-là, guillotinerait bien. On est content qu'il n'était pas là en 1793, quoi. Parce que c'est vraiment des tueurs en puissance. Ce sont des tueurs virtuels. Hein. Il y a ce côté mort social quand même. Oui, tout à l'heure, social, je crachais bien sûr. un peu sur Richard Millet parce qu'il Il l'a m'énerve payé, quand quoi. il m'explique qu'il n'y a plus de romans en France. Mais il l'a payé, voilà, ouais, il a bien mangé sûr, cher. ouais. Quoi. Ils sont quand même 2 ou 3. Il y a Renaud Camus, il y a lui, il y en a quand même plusieurs qui sont morts socialement, professionnellement, presque peut-être littérairement, on ne sait pas. Peut-être qu'ils auraient écrit d'autres livres si on les avait laissés bien tranquilles en train de vomir sur le genre humain, quoi. Voilà, alors que là, on Alors leur a là, pas permis. alors que là, ils continuent de vomir sur le genre humain. Oui, mais ils ne font plus que, enfin, ils ne font plus Non, que non, ça. je plaisante. J'ai beaucoup d'admiration et pour Millet et pour Camus. Renaud Camus, c'est quasiment votre maître en littérature. C'était un maître du point de vue du style, oui. Mais, enfin, un maître, c'est beaucoup dire parce que il est inégalable. Hein, pour moi, c'est vraiment le plus grand styliste dans le genre classique, si vous voulez. S'il y a Céline et Proust, si vous voulez, lui, c'est des écoutés de Proust, quoi. Alexis Le Gaillet, dans votre écriture, vous reconnaissez des maîtres, vous reconnaissez des modèles? Comment dire? C'est une question que je me suis jamais posée en fait. Hein. Moi, je viens de la philosophie, donc je viens pas du monde de la littérature. Eh ben oui, mon cher, je viens de la philosophie. Moi. Parce que j'ai fait un geste Voilà. dédaigneux. Mais oui, un petit peu. Je le dis pour Ouais, ceux qui ne nous voient ouais. pas. Et donc, je me suis pas posé la question du style. Enfin, Moi, je sais, cherchais à être je clair, sais à voilà. qui tu pourrais ressembler, c'est à Maurice Renard. Cet auteur qui est très porté sur le surnaturel, etc., sur le crime un peu à la fois horrible, mais assez riant. C'est très chouette, Maurice Renard. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et tu pourrais te pencher sur la question, Maurice Renard. C'est peut-être lui ton maître. Bah voilà, faudrait peut-être que j'en lise d'autres, j'en ai lu qu'un. Hein, mais... Le maître inconnu, Maurice Renard. Et vous, Denis Chenet, quand vous êtes rentré en littérature, voilà, il y avait un modèle ou deux Je suis pas super original, hein, j'ai 3 auteurs, je leur pose la même question à chacun. Tiens, ça c'est. Non, oui, j'aime beaucoup George Orwell, j'aime beaucoup la science-fiction, j'ai lu pas mal de science-fiction, j'aime le fantastique, donc avec Dino Buzzati. J'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire que je lis un livre sur 2 en anglais et qu'est-ce que j'aime, c'est que souvent ce sont des livres à histoire, où il y a des choses à raconter. Donc voilà.
Et est-ce que dans votre expérience d'auteur, vous vous dites, je dois accoucher une phrase qui a cette sonorité, est-ce que je dois accoucher un roman qui a cette structure? Quel est le moteur en fait? Le plaisir de la phrase bien calibrée, de l'histoire parfaitement ciselée? Je fonctionne plutôt avec l'histoire, c'est-à-dire que j'écris, j'essaie d'écrire comme un scénario. Le- L'écriture et le phrasé vient dans un second temps. Mais c'est vrai que ce qui me conduit, c'est vraiment là où je veux en venir. C'est ouais, j'aime les livres d'action. Et on Et avait l'impression qu'il y a oui, c'est ça. ouais, dans les aventures du Bel Oiseau, bah, il se passe des choses tout le temps. C'est-à-dire qu'on pourrait suivre le Bel Oiseau et puis. Mais ça, c'est une phrase une personne m'avait dit, parce qu'au départ, bah, forcément, quand j'écrivais, je tombais dans tous les travers de faire des choses pas trop générales, pas assez descriptives. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais si tu écris, bah, tu te mets sur l'épaule de ton héros, et puis bah, il sort de chez lui. Et puis il ouvre la porte. Mais est-ce qu'il l'ouvre rapidement? Est-ce qu'il l'ouvre pas rapidement? Donc c'est pas d'écrire ce qu'il ressent, mais c'est de comprendre ce qu'il ressent à travers la manière dont les événements se déroulent. C'est ça que j'essaye de faire dans mes livres. Voilà, une écriture behavioriste, tiens, pour le dire de cette manière-là, voilà, c'est le comportement qui donne toute l'indication, des états d'esprit intérieurs, voilà, d'où d'ailleurs ces effets de réel avec, ces faux courriers, ces faux tableaux. Voilà. Alexis Le Gallais, vous aussi, on vous sent, moins attaché à décrire la psychologie du personnage qu'à faire comprendre quelle est sa psychologie à travers ce qu'il vit, la manière dont il réagit, les décisions qu'il prend, les dialogues. Là, il y a beaucoup de dialogues chez vous, voilà, Oui, oui, il y en oui. a quasiment Mm. pas chez Thibaut, je crois qu'il y en a pas un chez Thibaut Matra, alors que Non, il y en a peut-être qu'il y en a un, mais très, très court. Ouais, ouais. alors que vous, au contraire, ça fait vraiment partie du plaisir qu'on a à vous lire. Vous imaginez des conversations extrêmement vives, on vit la chose avec les personnages. Oui, sans qu'on creuse la psychologie en effet des personnages, oui, ça reste assez superficiel, mais c'est un peu le contrat du roman comique, hein, de rester à la surface comme ça et de Ah non, rester non, je dans ne les dis pas effets. du tout que ça reste Non, mais c'est superficiel. moi qui le dis. On ne plonge pas dans les profondeurs, mais pour une raison importante, plonger dans les profondeurs, pour moi, c'est plonger dans quelque chose. Quand on plonge dans les profondeurs, on plonge dans le tragique, hein. Le tragique est là de toute façon, il est sous-jacent. Et moi, je décide de rester à la surface. Mais il y a toujours un fond abominable, hein, il me semble, dans tous les romans, que ça soit la solitude, la mort, le désespoir, toutes ces choses-là sont présentes, mais j'en parle pas. Voilà pourquoi je reste en effet à la surface à travers tous les livres. Alors, vous, Bruno Lafourcade, ce ne sont pas tous vos livres qui restent à la surface. Le Portement de Croix, qui est un roman de 2011 que vous avez réédité en 2022, était au contraire un roman fleuve dans lequel vous avez taillé, il est peut-être passé de 1000 pages à 200, Oui, oui. voilà, pour raconter l'histoire d'un prêtre qui redécouvre un calvaire en Oui. province, et la manière dont plusieurs personnages se greffent sur une expérience mystique un peu ratée. Vous avez, vous, le goût des profondeurs, en fait. Alors là, chacun de ces textes brefs, Bien sûr. c'est un coup de sonde, Je mais suis en pas fait, aussi superficiel qu'Alexis Le Gallais. Ah, Moi, quand même, heureusement. non, mais c'est je dingue. crois- Là, voilà. je- Je me casse à réunir un plateau avec des écrivains, et il y en a Ouais. un qui dit qu'il est superficiel, Mais l'autre qui oui, prétend. mais Non, tout le monde sait qu'Alexis Le Gallais est très superficiel. Moi, je suis au contraire très profond. Et Ah bah voilà. mon roman, Le Portement de la Croix, le prouve. Euh, et je voulais dire quelque chose à propos de la psychologie. J'ai essayé, à propos de comportementalisme, j'ai essayé chaque fois que j'ai essayé d'écrire un roman comportementaliste, c'est-à-dire un roman dans lequel la psychologie n'apparaissait pas, je n'y suis pas arrivé. Je n'y arrive pas. C'est vraiment très difficile. Il faut une sorte de patience, de dévouement à l'égard de son personnage pour accepter qu'il existe sans soi, sans la conscience qu'on lui met. Et je trouve ça très très difficile. C'est un confort que de jouer le machin, comment on appelle ça, le narrateur omniscient. Ouais. C'est un confort. Et bon, bah, c'est un confort qui me convient. Mais je suis jamais arrivé à écrire un roman comportementaliste. oui, mais c'est pas grave, hein, parce que Ah bah en fait, si je me dis les meilleurs, ils sont arrivés, pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que t'es pas le meilleur. mais vous avez Voilà. vraiment l'impression que Proust c'est du comportementalisme? Non, Ah oui, mais ah oui. Proust n'est pas le seul grand écrivain, hein.
D'accord, non, mais comme vous disiez, les meilleurs, Bah, je pensais exactement à Monsieur Wynne. Monsieur Wynne est un roman qui ne fonctionne que par les sensations, où il n'entre pas dans une œuvre qui est par ailleurs totalement soumise au roman, à la psychologie. Bah, là, dans Monsieur Wynne, il ne l'a pas fait, c'est très difficile à faire. Il l'a fait sur 500 pages, ça lui a pris 9 ans, et c'est le plus grand, certainement un des plus grands romans du XXe siècle, très méconnu d'ailleurs. Très très méconnu. Et en plus, j'aime pas Bernanos, mais voilà. Oui, mais alors là. Ouais, non, mais par contre, restez jusqu'à la fin de l'émission, ça va pas durer très longtemps encore. Voilà. C'est un scandale. Mais Sur Radio Courtoisie, Bernanos. J'avoue, non, mais chacun a ses élégances. Mais parfois, Mais même les premiers, sur le sol de Satan. Oui, non, franchement, ça. Le fou a tout dit là. Ouais, non, non, vraiment. C'est ça, vrai. Ouais. D'accord. Non, mais on va quand même dîner ensemble tout à l'heure. Mais je veux bien, mais je resterai sur mon compte à soi. Denis Chenet, dans cette aventure incessante, il y a l'idée que le personnage, évidemment, est peu à peu décanté par les épreuves et qu'il se bat sans cesse. Et peu à peu, on sent qu'il se transforme et donc il essaye de changer de statut et de ne plus être uniquement une victime. Donc, malgré tout, le héros dans votre roman n'est pas juste un pur symptôme, il n'est pas une pure victime, il est capable de devenir autre chose. Il est capable de devenir autre chose, oui, et puis de se rendre compte que son côté malheureux, il en est responsable en grande partie. C'est-à-dire que lui-même, à travers son obsession pour la chose, a généré une situation où il n'a pas pris la mesure de ce que c'était que la vie de couple, que ce qu'attendait sa compagne. C'est-à-dire que je le défends pas, le bel oiseau. Le bel oiseau est aussi un personnage très maladroit. Je dirais plus qu'il n'est pas méchant, mais il est d'une maladresse épouvantable dans sa relation à sa compagne. Et il génère cette situation, c'est-à-dire qu'il génère cette situation. Alors après, il est face à cette compagne, mais face au monde de la justice, là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il génère rien du tout. Il subit complètement. Et face à ça, la seule chose qu'il peut faire, c'est fuir, c'est-à-dire l'éviter. Ça ne sert à rien de se battre contre ce monde de la justice. Et il lui faut le temps de comprendre qu'il doit trouver autre chose et faire avec. Alexis Le Gaillet, vos personnages ne trouvent pas autre chose, en fait. Vous les menez jusqu'au bout de la course et en fait, on les sent mis par le romancier sur un rail dont eux-mêmes ne voient pas la fin. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le fatum. Il n'y a pas de salut, oui, c'est vrai. Oui. Oui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'échappatoire. On est dans un monde mondialisé, donc où partir, quoi. C'est terminé, quoi. Ok. C'est un bonheur de discuter avec vous. Oui, heureusement Bernanos n'est pas un grand écrivain. qu'on avait dit que c'était comique, parce que là, il n'y a plus rien à attendre de rien. Voilà, et donc, vous, au contraire, voilà, mais oui, moi je suis un écrivain joyeux. Mais exactement. Voilà, le philosophe. Alors, le dernier texte, c'est justement La Hyène. Alors, il y a 2 ou 3 textes qui m'ont vraiment Est-ce que vous avez vu que La Hyène... Le rhinocéros, l'hystéroïque, enfin voilà, sont absurdes. Est-ce que vous avez vu que La Hyène, c'est moi, c'est autobiographique? Oui. Parce que ça, c'est très important. Si j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Hyènes, où je dézingue les hybrides d'aujourd'hui, sachez que La Hyène, c'est moi. D'accord. Je suis moi-même une hyène. Alors ça s'était peut-être un peu vu avec la littérature à balles réelles. Oui. Voilà. Il y a mon autoportrait dans la littérature balle réelle, tout à fait. Autrement, je suis très gentil, je suis un gentil garçon. Voilà. Je le regardais s'éloigner, grave, voûté, dépassé. On aurait dit un de ces clochards, la nuit, qui casse des bouteilles, donne des coups de pied dans les poubelles, réveille le voisinage. Ah, c'est encore l'autre ivrogne. C'était d'ailleurs la meilleure définition de ces pages. Elle donnait des coups de pied dans les poubelles et on les oubliait sitôt rendormis. Voilà. Il se prenait pour un volcan, c'était une bouilloire, ça sifflait, ça fumait et ça tiédissait sans brûler. Martyr d'opérette, il prenait la pause
prophète de cave, il parlait de décadence avec des coups de menton. Mais Quand même, c'est vous êtes ça. super vache avec vous, Ben oui, Bruno Lafourcade. mais c'est vrai aussi. Genre, j'ai l'air d'un ivrogne qui casse des bouteilles. Non, quoi. non, mais pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. D'abord, il y a des vidéos qui vont le prouver. On va pouvoir le révéler au monde entier. Que je suis un ivrogne, déjà. Voilà. Que je casse des bouteilles ensuite. quoi. Aucune poubelle n'a été fracassée dans les locaux de Radio Courtoisie ce soir. Ce portrait que vous faites de vous-même là, en amuseur, il y a malgré tout, voilà, une foi incroyable dans la littérature, une foi incroyable dans le verbe, une foi incroyable dans le style. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'écris parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien ça. Puis sinon, que faire terminer dépressif comme Alexis Le Gaillet Non, je préfère quand même écrire. Ça viendra. Parce que ce qu'il faut faire sentir au lecteur, c'est qu'on a eu du plaisir à écrire. Et quand on lit Alexis, on sent qu'il a du plaisir à inventer. C'est le plaisir de la créativité. On n'écrit pas, c'est quand même difficile d'écrire. C'est pas, je veux dire, s'il y a une occupation, il y a la chistera, la pelote basque. Voilà. Si on écrit, ça doit être quand même, ça doit nous prendre, ça doit nous retenir, et ça doit nous faire rire, ça doit nous motiver. Bon, voilà. Et est-ce que c'est ça aussi le point commun des auteurs de La Mouette de Minerve ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un des aspects qui leur est propre, absolument. L'envie de dénoncer, certainement, mais aussi le plaisir d'écrire, le plaisir de rire du monde, même si c'est un rire cruel. Oui, ça fait partie des grands points communs entre tous les auteurs. Vous vous retrouvez malgré tout dans ce plaisir, Alexis Le Gaillet. Oui, on a dressé un portrait totalement faux d'Alexis Le Gaillet en Pierrot triste, mais enfin voilà, donc je tiens à dire qu'il va bien et je rassure sa famille. Oui, non, mais bien entendu, oui, c'est vrai. Quand on écrit un livre, il y a une passion, on se lève, on veut construire un chapitre. Après, il y a même un moment un peu compliqué quand on l'a terminé, où on sent une phase de vide. S'il y a une dépression, c'est après avoir écrit. C'est après, voilà, c'est un peu ouais. comme après avoir un enfant, la même chose. Voilà, il y a une dépression postpartum. Exactement, voilà. Et un enthousiasme, en effet. Alors, le problème, c'est que l'enthousiasme, on le dirige, enfin, on le contrôle pas. Hein. Il est là ou il n'est pas là. Et parfois, en effet, il y a des phases pendant lesquelles il n'y a pas d'écriture et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une vie un peu vide. Voilà. Il n'y a pas l'intensité. Il y a une intensité dans l'écriture qu'on a envie de retrouver. Et ben voilà. Et donc pour la retrouver, chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, lisez les livres de La Mouette de Minerve. Donc je rappelle Denis Chenet, Les Aventures du Bel Oiseau, Thibaut Matra, Les âmes immobiles, Alexis Le Gaillet, L'œil du cyclope, Bruno Lafourcade, Les hyènes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et évidemment Radio Courtoisie continue ce soir et demain. N'hésitez pas, écoutez-nous.